Bienvenue à toutes les personnes. Modeste Boukadia, je vous l'avais promis. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Monsieur Robert Ibaka. Monsieur le Président, le plaisir est pour moi de vous avoir. Je vais diminuer parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas coupé le son du côté des Bakacho. Monsieur le Président, c'est un plaisir pour moi de vous avoir dans Ibakacho ce soir. Déjà, Modeste Boukadia, cette pandémie 2020-2021, ça fait un an que nous... Déjà pour cette pandémie, Monsieur Boukadia, le vaccin aujourd'hui est en train de séparer cette population, cette belle population française, si je puis me permettre, Monsieur Boukadia. Qu'est-ce que vous pensez de cette division aujourd'hui, il faut l'appeler telle qu'elle, hein, Monsieur Boukadia, cette division de cette pandémie vaccinale, le pass sanitaire, on ne peut plus aller boire un café aujourd'hui, cette France elle est divisée. Monsieur Boukadia, bienvenue dans Ibakacho. Le pass sanitaire, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce soir? Bienvenue. Monsieur Ibaka, vous savez, quand vous parlez de pass, vous avez vu la vidéo qui tourne au Congo-Brazzaville, où des Congolais ont été brutalisés parce qu'ils ne portaient pas le masque devant un commissariat. Voilà ce qui me préoccupe. La France, c'est un grand pays. La France a les moyens de préserver la population française. Mais oui, mais Monsieur Boukadia... Ce qui nous intéresse aujourd'hui, Monsieur Robert Ibaka, ce sont nos compatriotes au Congo qui souffrent. Nos compatriotes qui souffrent au Congo, Monsieur Boukadia, vous savez très bien que je depuis commencer cette émission parce que nous faisons partie des gens aujourd'hui, nous avons un sérieux problème. D'abord parce que, comme on l'a toujours dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous vivons en France, Monsieur Boukadia, avant de parler du Congo, j'aimerais avoir votre avis sur le pass sanitaire, sur la vaccination, Monsieur Boukadia. Donnez-nous notre avis. Nous avons des enfants qui sont français, nous avons des enfants aujourd'hui qui ne pensent plus Congo, parce que le Congo, c'est nous qui y pensons sérieusement. Mais Monsieur Boukadia, nous avons des enfants qui aimeraient avoir votre avis. Le pass sanitaire, Monsieur Boukadia, vous n'avez pas répondu à ma question. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, Monsieur Robert Ibaka, je pense que la question du pass sanitaire se pose pour les Français. Elle ne se pose pas pour le Congo. Elle ne se pose pas pour le Congo. Donc, si j'ai bien compris, vous ne voulez pas répondre sur la France. Monsieur Boukadia, bienvenue du côté des Bakacho. Monsieur Boukadia, nous avons le gouvernement congolais qui est en France, à Paris en ce moment, qui est à Paris en ce moment, qu'ils ont rencontré soi-disant les responsables politiques français, et pourtant nous sommes à 8 mois de cette belle campagne française. Nous avons vu des déclarations de partout, donc je pense qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper des problèmes africain. Monsieur Boukadia, votre avis sur cette rencontre de Pauline Makosso et son gouvernement en France, j'aimerais avoir votre avis dessus. Quelle rencontre, Monsieur Robert Ibaka? Mais vous avez Quelle rencontre parlez-vous? Mais Monsieur Boukadia, vous avez dit qu'on parle au Congo. On va parler du Congo. Nous avons le Premier ministre congolais qui est là. Le Premier ministre Pauline Makosso avec, je ne peux pas dire la moitié de son gouvernement, avec quelques membres de son gouvernement pour venir signer des accords, mais à chaque pays, dans chaque pays qui arrive, on connaît leur programme. Cette rencontre, Monsieur Boukadia, en tant qu'homme politique, vous pouvez nous dire, vous avez suivi quand même l'arrivée du Premier ministre dans ce pays. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour cette belle population qui nous suit, Monsieur Boukadia, ce soir? Mais Monsieur Robert Ibaka, je connais votre façon de vouloir me faire dire des choses que je ne souhaite pas. Lors de ma déclaration devant la place de la République, j'avais dit ceci, que le Conseil constitutionnel du Congo avait tué la République, que le Conseil constitutionnel du Congo, de ne pas avoir appliqué la Constitution dont elle avait la garde, avait assassiné la République. Et comme
la République avait été assassinée et tuée par le Conseil constitutionnel en nommant soi-disant un président d'un Congo, alors que ce président-là lui-même avait reconnu devant des chefs d'État qui étaient venus le voir que un des challengers qui était de taille avait été emporté. Aujourd'hui, on sait de quoi il a été emporté. Il n'a pas été emporté par la Covid, parce que ceux qui meurent de Covid ne subissent jamais d'autopsie. Ceux qui meurent de Covid sont vite enterrés. Or, M. Guy Brice Parfait-Colélas est encore dans les locaux du quai de la Rapée. Cela veut dire que lui-même, M. Sassou, lorsqu'il avait déclaré à ses hôtes que M. Guy Brice Parfait-Colélas était emporté par un ennemi invisible, savait de quoi il parlait, puisqu'il a été emporté pendant la période électorale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en réalité, on ne devrait même pas parler d'un gouvernement au Congo. Sauf si le peuple congolais s'était retrouvé pour mettre en place un gouvernement. Vous allez me dire peut-être, me demander ce que je pense de la balade d'un groupe de choisis pour venir se promener ici. Bon. Si c'est ça, c'est dont vous voulez me parler. Oui, je veux vous parler de ça, cette balade, M. Boukadia. Beaucoup ont parlé de balade, effectivement, je vais vous rejoindre, cette balade. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette balade? Ils sont venus faire quoi? Parce qu'effectivement, nous avons des sérieux problèmes dans ce pays, nous avons un pays qui a besoin des infrastructures. Excusez-moi, je commence... M. Boukadia, cette balade, parce qu'on ne comprend pas, nous les avons vus arriver. J'étais effaré, on avait fait un grand bruit du tonnerre, que voilà, il y aurait le patron du MEDEF, il y aurait le patron du Quai d'Orsay, il y aurait le président de la République française qui devait les accueillir. Qu'est-ce qu'on voit? Un monsieur qui parle à TV5 Monde, suffisant. On lui fait constater que le Congo est endetté à ne plus savoir. D'après le FMI, il y a 110% du PIB qui est englouti par la dette. Monsieur Koliné Makosé veut faire de la rhétorique en disant que c'était 90. Voilà ce que moi je peux appeler de l'incompétence notoire. Vous comprenez? On nous avait dit que voilà, d'après M. Sassou est venu en France pour présenter soi-disant son fils, le dauphin, un dauphin qui a été ignoré. Hein, d'ailleurs, vous savez ce que ce fameux dauphin-là, qui n'en est pas un, puisque le pays de sa mère, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, n'en veut pas. Et les Congolais de la République du Congo n'en veulent pas non plus. Vous savez ce qu'il a fait? Hein? Son père lui avait donné une société de pétrole, troisième producteur du monde. L'argent de tout le pétrole a été dilapidé. Les actifs de la CNPC disparus. Et monsieur se permet de payer un appartement à Miami qui coûte des millions de dollars. Et finalement, il signe des accords avec la justice américaine et la totalité de l'argent pour l'achat de cet immeuble-là qui aurait pu servir à payer à peu près 5 ou 6 mois de salaire, qui aurait pu payer où on aurait pu donner payer des retraités pendant au moins 7 mois. Cet argent, il le laisse aux États-Unis. Hein? Et on le voit fumer du cigare. C'est ça ce que vous appelez une délégation ministérielle, M. Robert Ibaka. Un pays englouti dans la misère, un pays englouti par un endettement abyssal,
le peu d'argent, ils viennent flâner à Paris, où ils n'ont rien reçu, où ils n'ont pas été reçus. Enfin, de quoi on parle, M. Ebaka? De quoi on en parle là? Oui, mais Hein? Monsieur Boukadia, officiellement, si, s'il faut dire les choses, s'il faut appeler les mots par les mots, nous parlons quand même la langue de Molière, Monsieur Boukadia, ils ont quand même été reçus par les politiques français. Effectivement, bon, c'est vrai. Non, monsieur Robert Ebaka, évidemment, je ne nie pas que ils ont été reçus par les anciens directeurs de cabinet, des ministres qui ne sont plus en fonction. Ça, je ne le nie pas. C'est bien de partager un café avec des vieux amis. Non, mais monsieur Robert Ebaka, soyons sérieux. Aujourd'hui, le peuple congolais est en train de souffrir. Aujourd'hui, du nord jusqu'au sud, les Congolais sont en train de souffrir. Cette souffrance-là, qui a été imposée au peuple par un groupe d'individus, a été étendue, soi-disant que c'est l'ensemble d'embauchés qui ont créé cette situation-là, alors que l'on sait que c'est faux. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, le peuple congolais tout entier doit savoir qu'il y a une équipe qui les a trahis. Il y a une équipe qui a pratiqué la politique de diviser pour mieux régner. Et cette équipe-là, aujourd'hui, ne sait plus quoi faire, alors elle distrait les gens par des déplacements organisés, ce qu'on appelle un voyage organisé, pour montrer au peuple congolais qu'ils sont en train de travailler, alors que nous savons tous que toutes les caisses, tous les financements leur sont fermés. Et que, comme je le disais il y a quelques jours, quand je disais qu'il n'y a pas d'argent, que M. Sassou soit saisi par la sagesse pour qu'il n'organise pas un défilé et que cet argent-là serve à payer les retraites ou les salaires. Aujourd'hui, cet argent qui leur a permis de venir ici, ils auraient mieux fait de l'utiliser. Vous savez ce qu'ils ont fait, M. Robert Ibaka? C'est comme un pauvre qui n'a rien, qui n'a qu'un euro, et cet euro, il va jouer au loto en espérant gagner des milliards. C'est ça ce qu'ils ont fait. Ils ont joué avec le peu d'argent qu'ils ont fait et ils sont revenus, ils sont venus et ils sont repartis au bredouille. Mais oui, voilà, mais... monsieur Ibaka. Oui, mais politique... Voilà, parce oui, que... oui, mais monsieur Parce Boukadia... que demain, allez-y. l'ordinaire ne sera plus assuré. C'est ça, M. Robert Ibaka. L'ordinaire serait plus assuré. Pourquoi vous le dites, M. Boukadia? L'ordinaire ne serait plus... Parce que le Congo n'a plus d'argent. Parce que M. Ambeze Nguesso fils, parce que M. Denis Christel Sassou Nguesso ont tout volé. C'est ça la réalité. Les deux enfants, ils ont tout volé. C'est pour ça que le pauvre colonel Makosso est obligé de gesticuler. Gesticuler. Hein? Qu'est-ce qu'on a entendu? Qu'est-ce qu'on a entendu? Oh, voilà, on va créer un complexe de production d'engrais. Est-ce que le Congo a besoin d'usines d'engrais? Hein? Les engrais. Le Congo a besoin de l'électricité. Le Congo a besoin d'eau. Le Congo a besoin de routes. Hein? Ils vont construire des complexes d'engrais. Avec quelle électricité? Avec quelle eau? Mais enfin, voilà, M. Robert Ibaka. Monsieur Boukadia, c'est pour ça que ça est toujours... Le Congo est un grand pays. Les Congolais, c'est un grand peuple. Et je sais que ce peuple-là est un peuple valeureux.
victorieux, qui est capable de dire, ça suffit, aujourd'hui nous devons aller au changement. C'est ça le Congo. C'est ce Congo-là que j'appelle. C'est ce Congo-là. Ne mourrons pas dans la peur. Mettons-nous debout de telle sorte que le Congo retrouve son histoire. Mettons-nous debout pour que le Congo retrouve l'histoire du 13, 14, 15 août 1963, où les travailleurs avaient, malgré que c'était un progrès que le président Youlou leur présentait, ils avaient dit non. Et ils avaient chanté, le président Fulbert Youlou a tout volé, nous allons rebâtir. Aujourd'hui, Andembe Nguesso, fils demi-dieu. Aujourd'hui, Denis Christel Sassou Nguesso ont tout volé. Voilà la nouvelle chanson d'aujourd'hui. Monsieur Modeste Boukadia, vous savez, c'est toujours été un plaisir pour moi, parce qu'il faut rappeler, Monsieur Modeste Boukadia, vous avez osé, vous avez pris votre vol le 16 janvier 2016 pour aller au Congo, on vous a pris, on vous a jeté en prison comme un vulgaire voleur, et pourtant, vous ne voulez que rentrer chez vous. Monsieur Boukadia, nous avons écouté Colino Makosso en parlant des prisonniers politiques. Je pense que je vous ai envoyé un extrait. L'expression de Colline Makosso, quand vous l'écoutiez, Monsieur Boukadia, pensez-vous qu'il est sérieux? Non, mais vous savez, la mariée ne peut donner que ce qu'elle a. Hein? Monsieur Colline Makosso, qu'est-ce qu'elle a? Hein? C'est un préfabriqué. Donc il ne peut que donner ce qu'il a. Hein? Je pense que le problème se trouve au niveau de Monsieur Sassou. Hein? Mais qu'à cela ne tienne. Je ne peux pas, M. Colline Makosso. Hein? C'est un technicien qu'on a mis là pour savoir qu'il y a soi-disant un semblant Premier ministre, même si je ne crois pas qu'il y a un gouvernement au Congo. Il ne pouvait que, malheureusement, donner ce qu'il a. Et il n'a rien. C'est pour ça que le vrai problème qui se pose aujourd'hui, c'est, comme je l'avais déjà dit, nous devons préparer l'après-Sassou. Sassou est derrière nous. Quant à ceux qui inventent des théories que M. Sassou est venu à Paris pour préparer ceci ou cela, c'est faux. Les Congolais, nous devons nous retrouver dans une dynamique de la construction du pays pour aller vers l'union nationale. Monsieur Boukadia. Et pour aller vers cette union nationale-là, nous devons aller vers un compromis historique. Monsieur Boukadia. En remettant en place la constitution du 15 mars 1992, où le Premier ministre doit être un Premier ministre chef de gouvernement plein, avec la responsabilité de son gouvernement, afin de donner au peuple congolais la pleine capacité pour que ce peuple-là montre à la face du monde, montre en Afrique ce qu'elle a toujours montré. Le peuple congolais a été le peuple moteur de l'Afrique. Et c'est ce moteur-là qu'il doit remettre en mouvement. Et pour cela, nous devons arriver à un compromis historique. Voilà ce que j'ai dit, c'est ce que je redis. Nous devons aller vers ce compromis historique pour que nous apportions aux Congolaises et aux Congolais la sécurité et la paix dont ils ont besoin. Pas la paix comme le veut M. Sassou, mais la paix comme le veulent les Congolaises et les Congolais
qu'on est en train de saccager. C'est ça, cette paix-là. Vous voyez, monsieur Baka, je ne sais pas si vous avez vu ça. Des bébés à l'hôpital assisté qui n'ont pas de berceau dans une clinique, dans une maternité. De bébés nés qu'on met sur des chaises plastiques. Un pays producteur de pétrole. Vous voyez ça? Un pays producteur de pétrole, troisième puissance pétrolière de l'Afrique centrale, et les bébés sont mis sur des chaises en plastique. On ne sait même pas où sont les mamans. Et oui, et il y a Florian Miokono qui se permet de dire un doux réverse, monsieur. Monsieur Miokono, vous écoutez ce qu'il dit monsieur Boukadia et vous pensez que c'est un doux rêveur? Allez-y, monsieur Boukadia. Monsieur Florian Miokono se permet de dire un doux réverse, monsieur. Eh bien non. Maintenant, monsieur Miokono, démontrez-nous que monsieur Boukadia, c'est un rêveur. Allez-y, monsieur Boukadia, excusez-moi parce que... Je ne veux pas rentrer... Oui, non, je sais pourquoi c'est pour ça que je... Des débats qui n'ont pas de sens. Aujourd'hui, monsieur Robert Ibaka, je crois que le peuple congolais doit savoir. Hein? Il y a ceux qui pensent que pour régler le problème de monsieur Sassou, il faut prendre les armes. Les armes n'apportent rien. Ça apporte la souffrance. Il va y avoir l'ivresse d'avoir pris le pouvoir le premier mois. C'est comme M. Sassou. Il avait organisé le coup d'État, il a pris le pouvoir, mais pour gérer les Congolais, c'était devenu compliqué. Il est obligé de faire appel à des mercenaires pour maintenir nos mamans qui ne peuvent plus faire de veiller la nuit. Dès 18 heures, on les chasse. Hein? C'est ça la réalité que ces gens-là doivent comprendre. La réalité du peuple congolais qui souffre, ce n'est pas la réalité de ceux qui ont des villas. Moi, je parle, je me bats pour le peuple qui souffre. Moi, je suis avec le peuple. Je ne suis pas avec ceux qui ont ruiné le pays. La dernière fois, j'ai dit que je m'adressais à M. Sassou en politique. Et il doit écouter la voix politique. J'avais dit que je m'adressais à M. Isidore Mbouba en politique. Et quand on s'adresse en politique, les gens doivent cesser d'être belliqueux. Parce qu'au cas où les Congolais ne comprennent pas, les coups d'État sont préparés par les hommes politiques. Les guerres sont décidées par les hommes politiques et non par les militaires. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, nous devons être des politiques. Et c'est cette politique-là qui doit apporter l'apaisement. C'est cette politique-là qui doit rassurer l'ensemble de nos populations. Si nous n'empruntons pas la voie de la politique, mais je ne veux pas de cette voie-là, parce que nous avons 1959 qui nous guette. Et je ne veux pas de 1959. Je ne veux pas. Parce qu'au sud, on dit qu'au nord, il y a des Mbushi, et au nord, on dit qu'au sud, il y a des Bakongo. Voilà 1959. Et je ne veux pas. Je veux que chaque peuple du Congo s'exprime librement et vive dans notre nation congolaise. C'est de ça dont il est question. Et je rassure que, comme le disait le général de Gaulle, si on tue tous les collabos, la France n'aurait plus d'enfants. Moi, je me place dans la lignée de la politique de
du président Nelson Mandela, qui avait tendu la main à Frédéric Leclerc et à Peter Botha. Je tends la main aux politiques parce que l'état du pays appelle tous les hommes politiques à travailler ensemble main dans la main. Parce que l'état du pays dans lequel il se trouve, aucun homme politique tout seul, aucun parti politique tout seul ne peut relever ce défi. Alors, comme au sortir de la France, pendant la grande tragédie, la France a su appeler à toutes les composantes de la classe politique française de mettre en place le gouvernement d'union. J'appelle M. Sassou à avoir cette sagesse politique d'avoir le compromis historique. C'est ça qui va donner au peuple du Congo de vivre sereinement. Ça, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. C'est une réalité. Quand j'ai été arrêté arbitrairement parce que je voulais que le Congo soit un et indivisible, j'avais dit à la maison d'arrêt, devant tous les officiers généraux et supérieurs qui m'avaient souhaité la bienvenue à la maison d'arrêt de Pointe-Noire, que je n'ai ni volé, ni tué, je suis venu pour changer ce pays. Et j'appelle tous les Congolais, du nord au sud, d'être avec moi pour que nous procédions au changement du Congo, pour qu'on ne tue plus les gens, pour qu'on ne viole plus les gens, pour qu'on n'arrête plus arbitrairement les gens, pour qu'ensemble, nous retrouvions la fierté de notre hymne, l'unité, travail, progrès. Ça, c'est pas de l'amusement. Voilà, M. Robert Ibaka. Unité, travail, progrès, Monsieur Boukadia. Et vous savez, à chaque fois que je vous écoute, Monsieur Boukadia, ça fait 6 ans que nous partageons le micro ensemble. Si je puis me permettre, je vais vous le dire ce soir. L'affaire Kolela, le 20 mars, je vous ai eu au téléphone. Nous étions le 20 mars, la veille de la campagne, nous avons échangé. J'ai rebalancé cette émission, Monsieur Boukadia, parce que on a dit beaucoup de choses. Kolela n'était pas encore mort, Monsieur Boukadia. Et aujourd'hui, nous rentrons dans le 6e mois, Kolela n'est pas enterré. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Boukadia? Le peuple congolais vous écoute. Écoutez, c'est une grande tristesse. C'est vraiment un déchirement de cœur. Monsieur Parfait Kolela a été candidat à l'élection présidentielle. Je pense que nous devons tous nous dépasser, que M. Kolela n'appartient pas à la famille Kolela, M. Kolela appartient à l'histoire du Congo. C'est au Congo. Nous savons la raison pour laquelle il est mort. Et cette mort-là nous interpelle tous. C'est pour ça que il faut beaucoup de force pour que M. Kolela soit enterré, soit inhumé avec dignité d'un ancien candidat à l'élection présidentielle qui a été emporté par un ennemi invisible. C'est du ressort de la République du Congo de procéder à la mise en terre du candidat Parfait Kolela. S'il y a des gens qui veulent jouer comme ce fut le cas du général Moukoko,
je crois que chacun doit se ressaisir aujourd'hui. Et je pèse mes mots. Monsieur Guy Brice Parfait Kolela est un homme politique. Il a été 2 fois candidat à l'élection présidentielle. Et à ce titre-là, c'est l'État congolais qui doit veiller, qui doit procéder à sa mise en terre. Que ce soit en France, comme vous vous souvenez, M. Robert Ibaka, j'avais dit ceci, qu'il semblerait qu'il est malade, mais qu'il aille en France pour qu'il soit soigné et qu'il reparte au Congo, vivant. Cela n'a pas été le cas, et je pense qu'il est de bon temps, et c'est de la responsabilité de la République du Congo de procéder à l'enterrement du candidat à l'élection présidentielle de M. Parfait Kolela. Ce n'est pas une affaire de la famille Kolela. Ce n'est pas une affaire du parti de M. Kolela. C'est une affaire nationale. Voilà ce que je peux dire. Et aujourd'hui, toutes les querelles doivent être tues. Tous ceux qui ont des intérêts croisés doivent les laisser en plan. J'appelle la République du Congo, j'appelle M. Sassou Nguesso, que son challenger, comme il l'a dit lui-même, est mort au cours du processus électoral, de faire procéder par les moyens de l'État à la mise en terre du candidat Guy Brice Parfait Kolela dans la dignité et selon ce rang-là. Voilà, M. Ibaka. Monsieur Boukadia, revenons à l'actualité. Effectivement, nous nous sommes eus au téléphone. L'affaire Faye Monamas, il faut l'appeler comme ça. Effectivement, vous avez été indigné de voir une femme bastonnée, giflée, même si aujourd'hui on dit petite gifle, même si aujourd'hui on dit complot, même si aujourd'hui, mais c'est acte. En fait, je veux rester sur l'acte. Monsieur Boukadia, qu'est-ce que vous pensez de cet acte? Vous savez, j'ai un sentiment de colère. Un sentiment de colère parce que, au-delà de Mme Pamba Pélagie, la mère de M. Monama, c'est le sort de toutes les femmes. Vous savez, au Congo, battre une femme, violer une femme, c'est devenu monnaie courante. Et ce qui m'a indigné, en espérant que ce n'est pas un montage, ce qui m'a indigné, c'est qu'on brutalise, que ça soit de manière très violente ou de la manière comme cela se présente, c'est qu'on bouscule une maman, c'est qu'on bouscule une femme, une maman qui nous porte pendant 9 mois dans des conditions difficiles et qu'on la brutalise sous prétexte que son fils majeur, responsable, est un activiste. Et j'étais étonné également qu'il semblerait, s'il y a un gouvernement au Congo, qu'il y a un ministre des droits de l'homme. Je n'ai pas entendu ce ministre-là parler. Je n'ai pas entendu. Et
peut-être cet aspect aussi nous montre le comportement des femmes. Qu'est-ce que j'entends par exemple dans les réseaux sociaux en France? Des femmes qui s'insultent entre elles et des insultes vulgaires. Alors on comprend que si les femmes elles-mêmes ne se respectent pas, que le régime qui est aux abois se mette à brutaliser les femmes. Vous savez, aujourd'hui c'est la mère de Monsieur Monama. Et demain ça sera la mère de qui? Et après les mamans, qui? On va aller déterrer les mères de ceux qui font la politique? Vous savez, il faut éviter que la politique rentre dans le champ familial. Et je sais de quoi je parle. Parce que, à une époque, j'avais fait des remarques au président Bernard Kolela que lorsqu'il y avait des conflits avec le président Lissouba, des gens sont allés enlever mon frère cadet, mon frère Benjamin, en pleine nuit à 2 heures du matin. Ils lui ont cassé les bras, les jambes, ils l'ont émasculé. Il est resté dans le coma 2 jours à l'hôpital général et il a succombé au 3e jour. Parce que j'avais osé critiquer qu'il ne fallait pas que les hommes politiques entrent en confrontation. Et cette remarque que j'avais faite m'avait valu qu'on m'enlève, qu'on me prive de mon frère Benjamin. Alors je ne souhaite pas que lorsque le régime est aux abois, on s'attaque aux parents. Je ne souhaite pas que cela devienne, parce qu'après on va dire, oh mais nous avons attaqué, nous avons brutalisé, personne n'a parlé, donc nous pouvons continuer. Ce n'est pas ça faire la politique. Est-ce que M. Sassou serait d'accord si on allait brutaliser sa mère, si elle était vivante? Est-ce que M. Koliné Makosso serait d'accord qu'on aille brutaliser sa mère? Est-ce que M. Christelle Sassou Nguesso serait content qu'on aille brutaliser sa maman? Hein, c'est quoi cette affaire-là? Quand un homme fait la politique, on agresse sa famille. Et on s'étonne qu'on ne soit pas reçu. Hein? Ils sont venus dans un pays civilisé ici. Hein? Enfin, ils portent des cravates, ils portent des vestes. Quand on porte des vestes, on ne donne pas des instructions comme ça. C'est pour ça que j'appelle tous les responsables politiques. C'est votre silence qui favorise tout cela. Parce que rien ne dit que après cet événement-là, ça ne sera pas vos mamans, ou ça ne sera pas vos soeurs, ou ça ne sera pas vos frères. C'est pour ça qu'un homme politique doit braver, un homme politique doit parler. J'appelle les hommes politiques du Congo de se ressaisir au-delà des menaces qu'ils peuvent avoir. Parce que si tout le monde se met à parler en même temps, Sassou Nguesso ne mettra pas tout le monde en prison. J'appelle l'Église catholique d'appeler les fidèles pour que le temps du pardon arrive.
J'appelle les forces armées congolaises que vous êtes en droit de ne pas obéir à des ordres uniques. Parce que tout ordre qu'on applique, celui qui donne l'ordre et celui qui le remplit est punissable. Voilà ce que je veux dire par cet événement qui m'attriste par la bestialité de ce qu'ils ont fait, de hausser le temps. Une maman est sacrée, une femme est sacrée, alors qu'on cesse cette culture de battre les femmes et de violer les femmes impunément. Voilà. C'est pas normal. C'est pas digne des hommes politiques du XXIe siècle. C'est pas digne des hommes qui portent des cravates, qui portent des vestes, faisant semblant qu'on est des humains. Et on vient commander de l'argent des hommes civilisés, alors qu'on se porte, je ne sais pas, on se porte en chien, en sauvage. Commander de l'argent à des gens civilisés. Monsieur Boukadia, je vais rester sur ce chapitre. Nous sommes pratiquement à 12 mois des législatives au Congo. S'il faut dire s'il y aura des législatives ou pas, parce que nous avons vu comment s'est passée l'élection présidentielle. Monsieur Boukadia, on se demande même si les gens réfléchissent encore aux législatives 2022 pour préparer une assemblée prochaine pour élire le prochain président 2026. Mais j'en parle depuis 5 ans, monsieur Boukadia, ce schéma, je l'ai. J'ai pas envie de me répéter parce que j'en ai marre de me répéter. Mais monsieur Boukadia, il y a un cinéma comme ça qui se prépare depuis près de 15 ans. Monsieur Boukadia, les hommes politiques, j'ai l'impression que vous êtes absent aujourd'hui. Monsieur Boukadia, je vous ai écouté depuis 2016, je le dis. Monsieur Boukadia, vous avez tiré la sonnette d'alarme. Qu'est-ce qui se passe avec nos hommes politiques, monsieur Boukadia? J'ai l'impression, ou c'est comme j'ai l'habitude de dire, vous avez tellement bu l'eau du Congo qu'il y a un problème, parce que je ne comprends pas. Nous sommes à 8 mois de législative au Congo. Ben, les hommes politiques sont absents, on ne les entend plus, comme ils étaient absents pour 2016, comme ils ont toujours été absents ces 50 dernières années. Que puis-je vous dire, monsieur Boukadia, le peuple congolais vous écoute. Excusez-moi de vous poser cette question, je sais que vous ne l'attendiez pas. Non, monsieur Robert Ibaka, laissez-moi vous dire que, d'abord, il n'y a pas d'argent pour payer les fonctionnaires. Il n'y a pas d'argent pour payer les retraites. Il n'y a pas d'argent pour investir pour que l'eau soit dans toutes les parcelles et que l'électricité soit dans tout le territoire congolais. Ici, il y a un peu d'argent, ce dont je doute, puisque le FMI reste sourd et que le voyage en France s'est soldé par un échec cuisant. La politique est l'art du compromis. Je parle de compromis, je ne parle pas de compromission. La politique, c'est l'art du compromis. Je pense qu'aujourd'hui, M. Sassou Nguesso connaît la réalité difficile dans laquelle le Congo se trouve et dans laquelle lui-même il se trouve. Qu'il n'y a pas de choix et que le choix, c'est le compromis politique. Je pense que ce compromis politique enlèvera une épine du pied à tout le monde. Ça va permettre de relancer le Congo dans sa marche en avant. Aujourd'hui, son équipe qu'il a mis en place avec un figurant qui ne savait pas quoi dire à TV5 Monde, on n'ira pas loin, le Congo n'ira pas loin. Il va se fracasser. Et je ne pense pas que c'est ça ce que M. Sassou veut.
Je pense qu'il est temps que de part et d'autre, il y ait une volonté politique pour trouver un point commun. Et là, je sollicite les libres penseurs de nous aider à trouver ce point d'équilibre. Parce que ce n'est que ceux qui sont à l'extérieur qui peuvent nous aider à nous asseoir de telle sorte que nous trouvons de la quiétude. Je redis clairement que je suis dans la lignée du président Nelson Mandela. Je suis dans la lignée du général de Gaulle qui disait « On ne peut pas fusiller tous les collabos ». Et le général de Gaulle avait mis en place un gouvernement d'union. J'appelle M. Sassou à ce compromis historique pour que nous mettons en place un gouvernement de transition qui permettra d'assurer l'avenir de tous les Congolais sans distinction aucune, avec la même assurance que la sécurité pour tous sera garantie. Aller vers ce que vous appelez des élections législatives, ça c'est une fuite en avant. Aussi, il faut savoir arrêter un cheval qui n'arrive plus à être maîtrisé. C'est pour ça que je souhaite et j'appelle que le compromis historique est possible lorsque tous les fils, toutes les filles du Congo se seront entendus pour vivre ensemble. Il n'est pas question ici aujourd'hui de dépecer le Congo. Le Congo est un bien commun à nous tous. Dans une famille, il peut y avoir des dissensions. Dans une famille, il peut y avoir des pertes de vies humaines. Mais on arrive toujours à trouver un point commun de concorde. Nous devons agir en politique. Le reste prendra du temps pour que nos parents, pour que nos frères, pour que nos sœurs puissent faire le deuil de ceux qu'ils ont perdus. Mais pour l'instant, ce qui compte, c'est d'apporter des solutions immédiates aux populations qui souffrent, qui n'ont plus de quoi manger, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité, qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne peuvent pas se soigner. C'est ça l'urgence. L'urgence, c'est apporter un secours aux populations du Congo, du nord au sud. Les élections législatives ne sont pas indispensables au point actuel. Au moment actuel, en cette année-ci, l'élection législative n'est pas indispensable. Je tends la main à tous les Congolais. Je tends la main à la diaspora congolaise, d'où qu'elle soit, en France, en Espagne, aux États-Unis d'Amérique, au Canada, au Sénégal, au Maroc. Je tends la main à toute la diaspora que nous devons nous unir pour que nous rentrons tous ensemble au pays pour construire
le pays parce que vous avez acquis des expertises qui sont indispensables pour le pays. Il n'est pas normal que nous avons des médecins qui sont maintenant des éboueurs. Il n'est pas normal que nous avons des médecins qui sont devenus des infirmiers. Il n'est pas normal que nous avons des informaticiens et qui traînent dans les banlieues de Paris. C'est pour ça que toutes ces compétences-là, nous devons rentrer au Congo. Et pour que nous puissions rentrer au Congo, il nous faut mettre en place ce compromis historique qui est celui de replacer la République dans le cadre constitutionnel du 15 mars 1992 avec un président et un premier ministre chef de gouvernement qui aura la maîtrise de son gouvernement et de son action. Ok. Voilà, M. Baka, ce que je propose, ce qui est concret, ce qui doit permettre aux Congolais d'être debout et fiers. Voilà, Monsieur Boukadia, je vais vous laisser le temps d'aller prendre un verre d'eau parce que effectivement, ça fait plus de 40 minutes que nous parlions. Ça me laisse le temps de répondre à Henriette Malo, à Henriette Makonda, parce que je vais lui répondre autant que vous répondez. Prenez un verre d'eau, Monsieur Boukadia, parce que nous allons parler projet. J'ai envie qu'on élève le débat, parce qu'effectivement, quand je vois que Henriette Makonda me pose la question, pourquoi Monsieur Nomazalaï, Monsieur Boukadia ne parle pas du cas Nomazalaï. Mais Henriette, mais vraiment, vous pensiez que vraiment l'agression de Nomazalaï, on en a parlé. Et j'en ai fait des directs. Donc là, tu penses vraiment que moi j'ai Monsieur Boukadia, du moment que le Congo est en souffrance, vous voulez nous ramener à vos polémiques, à la Perlintintin? Mais c'est quoi ces questions-là? Pourquoi M. Boukadia n'a pas parlé de... Mais vous savez ce que M. Boukadia a dit sur l'agression de Nomazalaï? Si vous ne suivez pas, ne venez pas me les casser les bonbons, sinon vous savez très bien que je vais vous répondre. Pension Congo. Je lui ai posé la question sur les problèmes de la France. Dès le départ, il a refusé de répondre sur la France. Il a dit Congo. Posez-lui des questions sur le Congo. Ne nous ramenez pas des histoires de Nomazalaï. Laissez mon petit frère tranquille. J'avais dit ce problème, c'est entre petit frère et grand frère. La preuve, vous en entendez encore. Mais pourquoi tu me ramènes l'histoire de Boukadia? Vous voulez qu'il parle de Nomazalaï? Il a commencé à parler de faille. Et voilà que c'était pas faille. Il voulait parler de la maman. Ce geste de maman. Mais on est encore obligé de vous expliquer les choses. Enfin bref, je reprends l'antenne tout à l'heure. C'est M. Boukadia. Il va continuer. Monsieur Boukadia, effectivement, pour terminer, Monsieur Boukadia, nous sommes face à une diaspora. Vous voyez très bien ce qui se passe. Je ne vais pas revenir sur les faits, je ne vais pas revenir sur ce qui se passe. Monsieur Boukadia, c'est la rentrée dans une semaine. Vous avez tendu la main, je vais revenir dessus dans mon coup de gueule tout à l'heure. Monsieur Boukadia, pour terminer, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette diaspora? Comment la reconstruire déjà, Monsieur Boukadia? Puisqu'on ne s'aime pas, on est dans ces engueulades, on est dans la méchanceté, on est dans la diffamation, on est dans des insultes. Monsieur Boukadia, comment la reconstruire? Pensez-vous vraiment qu'elle peut être reconstruite, cette diaspora? Moi, je vous félicite, Monsieur Boukadia, parce que je voulais vous parler de, je sais pas, enfin... Maintenant que vous le dites, j'ai même honte de dire que je veux parler de la France, parce que nous avons le Congo. Monsieur Boukadia, je vous laisse le micro. C'est à vous de vous exprimer, Monsieur Boukadia. Merci d'avoir accepté mon invitation. Pensez-vous vraiment que nous pouvons reconstruire cette diaspora, Monsieur Boukadia? Bienvenue encore une fois, Adrien Bakacho. Je voudrais dire à mes compatriotes de la diaspora, et singulièrement, particulièrement, celle de la France. Il n'y a aucune rupture
Vous savez que dans tous les pays du monde, les diasporas sont importantes parce que ce sont les diasporas qui construisent les pays. Comme le Congo est un pays chrétien et qu'ils connaissent parfaitement la Bible, cette diaspora doit comprendre que ceux qui ont écrit la Bible, ce ne sont pas ceux qui étaient restés au pays. Vous savez que ceux qui ont fait la force d'Israël, ce sont ceux qui sont rentrés. Et donc, la force du Congo va provenir de cette diaspora, parce que vous avez acquis des expertises qui sont nécessaires au Congo. Et les Congolais qui sont sur place ont aussi des expertises, en dehors, bien entendu, de la corruption. Et c'est en mettant ensemble les expertises de la diaspora et les expertises de ceux qui sont restés au Congo que nous allons étoffer, que nous allons mettre le Congo sur la route de la reconstruction, parce que le Congo est à reconstruire dans tout son ensemble. Aucun domaine n'est épargné par la crise, par la destruction qui a été opérée. C'est pour ça que j'appelle la diaspora, et particulièrement celle de la France, qui se déchire. C'est vous qui devrez rester, qui devrez montrer le socle de l'unité. C'est vous qui devez être le socle de rassemblement. Si vous vous rassemblez au-delà des expériences des uns et des autres, parce que dans cette diaspora-là, on retrouve ce qui s'est passé au Congo. Cette diaspora est constituée des anciens cobras, des anciens ninjas, des anciens mambas, des anciens cocos, des anciens requins, et vous vous retrouvez ici, et toutes ces querelles du Congo, vous les avez amenées en France. Alors qu'ici, en tant que diaspora, vous devrez être unis. C'est cette unité-là de la diaspora qui doit être projetée à l'intérieur du pays. Parce que jeunes, quoique lorsqu'on a déjà des enfants, on n'est plus jeune, on est déjà adulte. Donc il n'y a plus de jeunes en France. Ce sont des adultes, ce sont des hommes qui constituent cette diaspora-là. Ces hommes qui hier se sont battus les uns contre les autres. Vous vous retrouvez à l'étranger, vous devez vous dépasser pour créer une force. Et c'est cette force-là qui doit se projeter au Congo afin de lancer la construction. Quant à ceux qui disent nous devons aller de côté, non, je ne pense pas. Parce que pour créer une entité solide, il faut solder l'ensemble des problèmes. Or, au Congo, tous les problèmes ne sont pas soldés. On dit seulement qu'il y a les Mbogis qui ont détruit le pays. Mais il y a le contentieux de Diata aussi qui n'a pas encore été soldé. Et pour cela, nous devons nous dépasser pour ce genre de choses. C'est pour ça que je demande à la diaspora parisienne, congolaise parisienne. Vous savez, en France, la dernière fois, je vous ai dit que le nombre de Congolais en France est l'équivalent de la population de la ville de Neuilly-sur-Seine. Ce qui est énorme, ce qui est important. Mais combien de fois, combien de Congolais y a-t-il dans d'autres pays? Vous voyez que le Congo s'est dépeuplé. C'est dans ce cadre-là d'ailleurs
que j'ai proposé la désimmigration, c'est-à-dire le retour des immigrés en terre natale. Ça va peut-être permettre à la France de changer, aux politiques français, de changer leur discours sur l'immigration. Parce que, entendons-nous très bien, il n'y a pas d'émigration européenne parce que dans l'Union européenne, il n'y a plus d'immigrés. Et lorsque l'on parle des migrés en termes politiques en France, il faut entendre les immigrés noirs. C'est de ça dont on parle. C'est pour ça que je propose la désimmigration. En partant de là-bas, le processus, nous allons le négocier. Il y a une négociation dans le processus. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'immigrés qui ont cotisé ici et que les caisses de retraite des immigrés sont excédentaires. Ça aussi, ce sont des discussions qu'il faut prendre le moment venu. Mais pour l'instant, nous devons travailler de telle sorte que la diaspora soit unie, la diaspora soit une force unitaire. Et je suis avec vous, j'ouvre mes mains, j'ouvre mes bras, venez avec moi, formons le rassemblement qui fera de telle sorte que le Congo redevienne le Congo. Il ne s'agit pas de Boukadia, il s'agit du Congo, il s'agit des femmes, des mères, des hommes, des pères du Congo qui sont dans la détresse. Et enfin, je voudrais formuler un vœu. Et que ce qui est arrivé à la mère à Madame Tamba Pélagie, ça doit être le dernier acte. Et que l'on laisse tranquille les mamans qui pleurent leur mort au lieu de les chasser à 5 heures à 18 heures. Le deuil pour nous Africains, est sacré. Ils n'ont pas de quoi manger, mais laissez-leur au moins ce soin-là de pleurer leur mort. Et enfin, puisque vous me parlez au début de l'émission de la pandémie, le masque est pour préserver la vie. Alors je ne comprends pas comment on peut ôter la vie parce qu'un individu ne porte pas le masque. Et là, je crois que j'appelle les responsables de la sécurité publique de veiller à ce que les forces de l'ordre ne créent pas des événements inutiles qui pourraient engendrer, comme on dit dans ma culture, Pikikayeko Tiyantomokolonchinga, parce que à chaque incident qui se crée, on est en train de cristalliser une haine. Ce n'est pas la haine contre le pouvoir, parce que cette haine se transforme en la haine d'une tribu ou d'une ethnie. C'est pour ça tout à l'heure C'est pour ça que je demande aux forces de l'ordre que le fait de ne pas porter un masque ne doit pas être un prétexte de ôter la vie. Je fais tout pour préserver les vies. Nous devons aller au compromis politique de manière responsable et je suis sûr que les libres penseurs, les confessions religieuses, les organisations des travailleurs, les organisations des étudiants et des élèves, les forces vives du pays
sauront entendre mon appel à l'unité, mon appel au rassemblement pour que le Congo devienne un et indivisible. C'est à cette seule condition que nous pourrons dire, Congolais, debout, fièrement, partout, proclamant l'unité de notre nation. Voilà, M. Robert Ibaka. Ben, Monsieur Bougadia, ça a été vraiment un plaisir pour moi de vous avoir ce soir. Effectivement, j'ai besoin d'encore de réponses, mais ces réponses, je vais les donner tout à l'heure parce que prochainement, nous allons préparer des questions-réponses, parce que je vois que beaucoup de Congolais veulent vous parler, mais je vais répondre tout à l'heure à Henriette Makonda, parce que je pense que nous avons pris 40 minutes, donc je ne vais pas vous la laisser répondre, et je vais répondre à Esther Okemba. Merci, Monsieur Boukadia, de m'avoir accordé ces 40 minutes. Je pense qu'on en a fait plus. Mais en tout cas, Ebaka Show, c'est votre émission, Monsieur Boukadia. Comme je vais le réitérer encore, je vais le dire, j'ai créé cette émission le 16 janvier 2016, le jour que ces sbires de Brazzaville vous ont pris, vous ont jeté en prison. Et j'ai été choqué parce que ça m'a permis de créer cette émission Ebaka Show, et vous savez que c'est la vôtre, vous revenez quand vous voulez. Merci Monsieur Boukadia, merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation. Merci Monsieur Robert Ibaka. Bon, maintenant je vais répondre